y a une chose que l'on s'interroge rarement. Pourquoi certaines personnes semblent-elles figer une pièce dès leur entrée? Pourquoi, sans dire un mot, parviennent-elles à transformer radicalement l'atmosphère d'un lieu? Ce n'est pas qu'une question d'apparence, ce n'est pas qu'une question de charisme, ce n'est pas qu'une question de projection. Un mécanisme plus profond, plus invisible et plus décisif est à l'œuvre. Et c'est là que la philosophie de Spinoza intervient avec une force qui déconstruit tout romantisme superficiel. Pour Spinoza, tout ce qui existe est potentiel. Chaque être, chaque corps, chaque esprit existe en fonction de sa capacité à affecter et à être affecté. Et c'est précisément ce qui rend la beauté si déterminante dans le parcours d'une personne. Elle porte en elle une intensité affective qui transforme la réalité environnante. La beauté n'est pas seulement vue, elle est ressentie. Elle pénètre le domaine des affections comme une force silencieuse qui influence les réactions, ouvre des portes, suscite des sympathies immédiates, déclenche des jugements rapides. Tout cela sans que la personne ait à faire quoi que ce soit d'autre qu'exister. Et surtout, cela n'a rien à voir avec le mérite. Dans la logique spinoziste, l'impact de la beauté ne dépend pas de l'intention. Nul ne choisit de naître avec une symétrie faciale considérée comme attrayante, des traits valorisés par la culture de son époque, ou une posture agréable. Pourtant, tout cela, au contact d'autrui, produit des effets. Un visage, à lui seul, peut modifier le comportement de ceux qui l'entourent. Un corps, par sa façon de bouger ou d'occuper l'espace, peut susciter confiance, crainte, désir, rejet, admiration. Et cela se produit avant même le langage, avant même le contenu, avant même que la personne ait la moindre occasion de révéler sa véritable nature. C'est précisément ce qui fait de la beauté une force puissante. Elle initie des relations, elle modifie le paysage affectif de l'environnement, elle engendre le mouvement. Et c'est là le point crucial. C'est là que l'avenir commence à se dessiner. Lorsqu'une personne entre dans un lieu et est immédiatement perçue comme intéressante, désirable ou importante, cette perception ouvre des portes. Des personnes qui ne connaissent même pas son nom la traitent déjà avec attention. Elles sourient déjà. Elles se penchent déjà pour écouter. Elles acceptent déjà. Elles pardonnent déjà. Elles s'impliquent déjà. Tout cela se produit avant toute dispute, avant toute conquête. Le plus brutal, c'est que celui qui détient ce pouvoir s'en rend rarement compte. Comme le monde réagit avec bienveillance, il a tendance à croire que c'est grâce à sa gentillesse. Comme on lui fait facilement confiance, il pense que c'est grâce à son attitude. Comme tout semble se dérouler avec moins de résistance, il l'attribue à son talent, son énergie, ses efforts. Et bien sûr, tout cela peut être présent. Mais il existe une strate antérieure, plus inconsciente, qui détermine le scénario avant même que la pièce ne commence. Spinoza affirmait que nul ne connaît les capacités du corps, et peut-être ignorons-nous également ses causes. C'est à ce moment précis que la beauté, en tant que potentiel, commence à façonner l'avenir. Un enfant considéré comme beau dès son plus jeune âge reçoit une affection plus chaleureuse, des compliments plus fréquents et des attentions plus délicates. On le regarde différemment. Cela engendre un sentiment d'appartenance, et ce sentiment se transforme en sécurité, et cette sécurité devient ouverture. Ouverture à l'apprentissage, à l'exploration, aux relations. Au fil du temps, ce même enfant développe des aptitudes qui semblent naturelles, mais qui ont en réalité été cultivées dès le départ par cet environnement affectif favorable. Ce n'est pas de la magie, c'est de la causalité. Et cela ne se limite pas à la beauté physique la plus évidente. Le timbre de la voix, le sourire, la démarche, l'apparence, tout cela contribue à créer ce champ d'influence affective. Si le corps est perçu comme agréable, l'environnement réagit. S'il est perçu comme inconfortable ou étrange, l'environnement repousse. Chacune de ces réactions crée des expériences qui façonnent l'image que la personne a d'elle-même. Mais il nous faut ici approfondir notre réflexion.
Car Spinoza ne conçoit pas la beauté comme une essence. Il n'affirmerait jamais qu'une personne est belle par nature, au sens essentialiste du terme. La beauté, selon lui, est relationnelle. Ce n'est pas une qualité interne et immuable. Elle résulte toujours de la rencontre entre les corps. Elle est ce qui émerge dans l'entre-deux. Elle ne réside pas dans le visage lui-même, mais dans l'impact que ce visage produit lorsqu'il entre en contact avec un autre. Et c'est précisément pour cela que la beauté est si puissante, parce qu'elle n'est pas isolée, elle n'existe que dans la relation, et c'est dans cette relation qu'elle prend son envol. Elle ouvre des portes que d'autres doivent forcer. Elle dissout les résistances que d'autres ne peuvent surmonter, et cela, avec le temps, se structure. Cela devient une routine, cela ouvre une voie. Et lorsque les voies s'ouvrent plus fréquemment, davantage de possibilités apparaissent. Davantage d'occasions d'apprendre, de s'ouvrir aux autres et d'être reconnu. C'est comme si l'avenir de cette personne était doucement guidé par des mains invisibles, des mains qui offrent sans demander, des mains qui choisissent sans savoir pourquoi, des mains qui applaudissent avant même d'en entendre le son. Bien sûr, cela a un prix. Car si la beauté provoque cette réaction automatique d'ouverture et d'émerveillement, elle peut aussi devenir une prison. Nous reviendrons sur ce point. L'important pour l'instant est de comprendre la profondeur du mécanisme. La beauté est une forme de pouvoir, car elle modifie le monde qui l'entoure, avant même l'action. Et pour Spinoza, celui qui change le monde est puissant. Il n'y a pas de neutralité dans les rencontres entre les corps. Tous les corps provoquent quelque chose. Tous les visages, toutes les voix, toutes les présences engendrent le mouvement. Mais tous les mouvements ne produisent pas les mêmes effets. Certains sont des barrières, d'autres des raccourcis. Et la beauté dans ce jeu est souvent un raccourci. Non pas parce que la personne l'a choisi, mais parce que son corps, sous le regard d'autrui, a déclenché des réactions qui ont ouvert la voie. C'est là que la beauté façonne l'avenir, non pas parce qu'elle garantit le succès, mais parce qu'elle modifie en amont le climat émotionnel. Elle touche les autres. Elle inspire confiance, elle suscite un désir de proximité. Et cette proximité est souvent tout ce dont on a besoin pour s'épanouir. La beauté est une force qui agit dans le silence des affections et, comme le dirait Spinoza, tout ce qui accroît notre capacité d'agir est bon. Mais ce bien n'a rien à voir avec la morale. Il est fonctionnel, il est réel. Et lorsque la beauté opère cet accroissement de puissance, que ce soit par l'attention qu'elle attire, la sympathie qu'elle suscite ou la disponibilité qu'elle provoque, elle devient une force décisive dans la construction de la réalité de cette personne. Vous ne vous souvenez peut-être pas de la première fois où quelqu'un vous a dit que vous étiez belle, mais votre corps, lui, s'en souvient, et il a réagi. Et de là, bien d'autres choses ont commencé à réagir également. Le monde n'est ni juste ni injuste, selon Spinoza. Le monde est effet, il est mouvement, et la beauté dans ce flux est l'une des premières forces à agir. Et celui qui agit le premier, arrive le premier. Il y a des moments dans la vie où l'on ne comprend pas pourquoi tout semble réussir à certains. Ce sont ces personnes qui, sans même parler, reçoivent des sourires plus francs, des compliments à profusion, et où les opportunités se présentent d'elles-mêmes. Il ne s'agit pas de chance ni de talent. Un mécanisme sous-tend ces rencontres et détermine, parfois à leur insu, le cours de leur vie. Spinoza l'explique clairement. La vie est faite de rencontres. Des rencontres qui nous fortifient, nous épanouissent, nous font vibrer. Et des rencontres qui nous paralysent, nous vident, nous donnent envie de nous replier sur nous-mêmes. Mais surtout, chaque rencontre laisse une trace. Et cette trace n'est pas seulement émotionnelle. Elle façonne nos habitudes, notre façon de penser, notre confiance en nous, et même notre estime de soi. Spinoza affirme que nos vies sont définies par les affections que nous ressentons. Les affections sont des variations dans notre capacité à exister. Lorsqu'une rencontre nous rend plus compétents, plus connectés, plus confiants, c'est une affection joyeuse. Lorsqu'elle nous rend plus vulnérables, plus confus, plus fragiles, c'est une affection triste. Et c'est précisément là
que la beauté intervient comme force motrice, non pas au sens simpliste de « être beau, c'est mieux », mais plutôt parce que la beauté, dans certains contextes, favorise des rencontres plus fréquentes et plus joyeuses. Cela signifie qu'avec le temps, les personnes considérées comme belles reçoivent davantage de regards positifs, de reconnaissance et d'ouverture émotionnelle. Et ces rencontres génèrent des états intérieurs qui renforcent leur énergie, leur expression, leur liberté. C'est comme si la réalité collaborait davantage avec elles, comme si la vie leur répondait avec plus de bienveillance. Et cette réponse constante forge une disposition affective qui les propulse vers l'avant. Et cela commence bien avant l'âge adulte. Un enfant qui reçoit fréquemment des marques d'affection joyeuse grandit avec le sentiment d'être bienvenu, de posséder quelque chose de précieux, de pouvoir faire confiance au monde et aux autres. Ce sentiment se transforme en sécurité affective. Et la sécurité affective engendre la liberté d'essayer, de parler, de faire des erreurs. Imaginons maintenant un autre enfant qui, sans qu'il y soit pour rien, a un corps qui ne correspond pas au canon de beauté. Cet enfant reçoit des regards différents, parfois indifférents, d'autres fois cruels. Et ces regards engendrent des expériences douloureuses. Et ces expériences douloureuses, même anodines, répétées à maintes reprises, finissent par le faire se replier sur lui-même. Spinoza est clair, un corps constamment traversé par des affects douloureux s'affaiblit. Il n'agit plus comme il le voudrait. Il réagit. Il se replie sur lui-même. Et peu à peu, sans s'en rendre compte, il finit par croire qu'il mérite moins. Dans ce contexte, la beauté n'est pas qu'un avantage esthétique. C'est un avantage affectif, car elle détermine la qualité des rencontres. Et ces rencontres déterminent l'énergie qu'une personne porte en elle au quotidien. Bien sûr, cela ne signifie pas que toutes les personnes considérées comme belles vivent dans une joie constante, ni que celles considérées comme laides souffrent en permanence. La réalité est plus complexe, mais Spinoza nous montre que la fréquence et l'intensité des affections que nous recevons façonnent notre identité. Et si la beauté attire les affections joyeuses, elle devient alors un facteur déterminant dans la formation de notre personnalité, de nos décisions et de notre courage d'exister. Mais le plus troublant, c'est que la plupart de ces rencontres se déroulent en silence. Vous entrez quelque part, quelqu'un vous regarde. Ce regard a une tonalité. Il peut exprimer l'approbation, le désir, la sympathie. Ou bien, il peut exprimer le jugement, le mépris, l'indifférence. Ce regard ne reste pas superficiel. Il s'insinue. Il se mêle à votre histoire et il influence l'image que vous avez de vous-même. Le plus grave, cela peut se produire des dizaines de fois par jour. Ces petites rencontres, mises bout à bout, tissent un récit intérieur. Et c'est ce récit qui, plus tard, détermine la place que vous occupez dans le monde. Et il ne s'agit pas ici de beauté au sens traditionnel du terme. Spinoza n'aurait jamais réduit un corps à sa seule apparence. Pour lui, un corps est tout ce qu'il peut être, tout ce qui bouge, influence et transforme. Cela inclut la manière dont une personne s'exprime, rit, touche, interagit. Mais dans la pratique sociale, le visage et le corps demeurent les premiers filtres. Ils sont les premières portes d'entrée. Et souvent, ils déterminent si les rencontres à venir seront joyeuses ou tristes. Un exemple simple, 2 personnes se présentent à un entretien d'embauche avec la même formation, la même expérience et la même élocution. L'une d'elles correspond davantage aux critères esthétiques recherchés, l'autre non. La première a plus de chances de susciter plus de sympathie, plus d'attention et une écoute plus attentive. Cette meilleure écoute engendre une rencontre plus intense, plus fluide et plus positive. Et cette rencontre, à son tour, détermine le choix final. Ce qui semblait être une décision rationnelle et juste était en réalité influencé par des émotions façonnées par l'apparence. Autre exemple, vous rencontrez 2 personnes dans un contexte social. L'une d'elles arbore un sourire qui vous plaît. Sa façon de parler est engageante. L'autre est plus réservée. Son langage corporel est moins expressif.
Sans vous en rendre compte, vous vous sentez déjà plus proche de la première personne. Vous lui accordez plus d'écoute, plus d'espace, plus de temps. Ce geste, même minime, est une manifestation d'affection. Et il façonnera la qualité de ce lien. Il déterminera s'il se développera ou s'éteindra sur le champ. La beauté, lorsqu'elle imprègne ces micro-rencontres, tisse une toile de relations qui soutiennent l'avenir d'une personne. Relations affectives, professionnelles et sociales. Chacune a le pouvoir d'ouvrir ou de fermer des perspectives. Et Spinoza nous avertit, la joie est signe d'une force accrue. Plus une personne vit de rencontres joyeuses, plus elle accumule d'énergie, plus de courage pour agir, plus d'ouverture à la nouveauté, plus de soif d'apprendre. Et l'inverse est également vrai. Les expériences douloureuses engendrent un repli sur soi. Le corps se protège, l'esprit se met en veilleuse, l'âme se cache, non par choix, mais par nécessité de survie. Et ce mécanisme, répété au fil du temps, crée une vie où le champ des possibles se restreint considérablement. La beauté n'est donc pas un simple privilège esthétique. Elle organise les affections. Elle détermine la qualité de nos rencontres. Et la qualité de nos rencontres définit la structure de notre existence. Spinoza déconstruit l'idée que nous serions des êtres parfaitement rationnels et libres, capables de choisir clairement notre voie. En réalité, nous sommes constamment affectés par des forces qui nous dépassent. Nous sommes traversés par des regards, des gestes, des jugements, des souvenirs. Et la beauté, étant l'un de ces facteurs d'affection les plus immédiats et les plus puissants, devient un filtre invisible entre ce que nous aspirons à être et ce que le monde nous permet d'être. C'est pourquoi, dans la logique spinozienne, parler de beauté revient à parler de potentiel. C'est parler de mouvement réel. C'est parler de la façon dont les rencontres avec autrui façonnent notre identité. Et plus encore, comment la fréquence des rencontres, joyeuses ou tristes, peut discrètement orienter toute notre trajectoire. Et le plus déconcertant, c'est de réaliser que cela ne dépend pas de notre conscience. Nul ne choisit les émotions qu'il suscite chez autrui. Nul ne choisit non plus celles qu'il reçoit. Mais c'est dans ce champ, invisible, sensible, continu, que la beauté opère. Comme vecteur de puissance, comme vecteur de vie, comme une ligne invisible qui relie les rencontres et transforme ce que nous appelons destin. Vous êtes-vous déjà demandé qui décide de ce qui est considéré comme beau? Qui a déterminé que certains visages sont plus attirants? Quel type de nez est le plus apprécié? Quel type de peau, de cheveux, de corps, de posture, de voix mérite plus d'attention, plus d'éloges, plus d'affection? La réponse qui vient souvent à l'esprit est « c'est subjectif ». Chacun a ses propres goûts, chaque culture a ses propres normes. Mais cette réponse est trop facile pour être vraie. Dans la philosophie de Spinoza, cette idée de subjectivité libre et spontanée ne tient pas, car pour lui, tout ce que nous ressentons, tout ce que nous désirons, tout ce que nous appelons goût, a été façonné. Façonné par des rencontres, par des images, par des répétitions, par des contextes qui nous ont influencés avant même que nous sachions parler. Dans le monde réel, la beauté ne naît pas de la perception individuelle, mais de la norme. Une norme silencieuse, souvent invisible, qui se dissimule sous les apparences de la préférence personnelle. C'est là que réside le point le plus subtil et le plus puissant de la pensée de Spinoza. Notre corps, par son existence même, est toujours en relation avec d'autres corps. Nous ne sommes jamais seuls, nous ne sommes jamais neutres, et cette relation constante nous enseigne, sans mots, quel type de corps est valorisé et lequel est oublié. Attention, le problème n'est pas que certains corps soient considérés comme beaux. Le problème réside dans l'existence d'un type de corps érigé en norme. Tout ce qui s'en écarte est perçu comme un défaut, une exagération, une insuffisance. Ce modèle se dissimule sous les apparences d'un idéal naturel. Mais il est une construction sociale. Il a été choisi par des forces sociales, économiques, esthétiques et affectives qui se répètent jusqu'à paraître vraies.
Et une fois ce corps normatif établi, il devient l'étalon auquel tous les autres sont comparés. Spinoza emploie une phrase qui, à première vue, peut paraître étrange. Nous ne savons pas ce qu'un corps peut faire. Il affirme que le corps est un potentiel, qu'il recèle une infinité de manières d'être, d'agir et de ressentir. Or, en créant des normes de beauté, la société réduit ce potentiel à un moule figé. Elle choisit un type de visage, une silhouette, un comportement, et récompense ensuite ceux qui s'y conforment, les autres. Les autres sont contraints de s'adapter, et cette compensation a un prix élevé. Elle exige des efforts, de la honte, du silence, une lutte constante contre son propre reflet dans le miroir. Car le corps normatif, celui qui s'affiche en couverture des magazines, dans les campagnes publicitaires, sur les profils suivis par des millions de personnes, n'est pas qu'une norme. C'est un signal. Il dicte ce qui est accepté. Il définit qui est écouté en premier, qui est embauché plus facilement, qui est perçu comme digne de confiance, charismatique, intéressant. La beauté, dès lors, se détache du simple plaisir de contempler le beau et devient un critère de valeur sociale. Un critère pervers, certes, car lié au hasard. Nul ne choisit la forme de son nez, ni la largeur de ses épaules, ni la texture de ses cheveux. Pourtant, ces détails, en apparence insignifiants, déterminent la façon dont le monde réagit. Et ce retour d'information, ses regards, ses gestes, ses préférences, façonnent toute une vie. Spinoza nous enseigne que les êtres humains sont constamment affectés, et la répétition de ces affects forge leur identité. Un enfant qui entend dès son plus jeune âge qu'il est beau, qu'il a un joli visage, qu'il a un avenir, qu'il attire les regards, aborde la vie avec une vision positive. Il apprend que, par sa simple existence, il sera accepté. Un autre enfant doté du même talent, de la même énergie, mais d'un physique hors norme, est marqué par de petits rejets, des remarques voilées, des exclusions silencieuses. Et ces blessures s'accumulent. Elles se transforment en repli sur soi, en défense et en blocage. Le plus cruel, c'est qu'avec le temps, tout cela paraît naturel. La personne finit par croire qu'elle ne vaut pas grand-chose, qu'elle doit travailler 3 fois plus, qu'elle ne peut pas prendre beaucoup de place. Mais ce n'est pas un manque de valeur. C'est un excès de normes. C'est un modèle excessif qui exclut presque tout le monde. Spinoza déconstruit l'idée d'essence. Nul n'est beau ou laid par nature. Chaque corps est un mode d'existence. Mais lorsque la société crée un corps idéal et l'érige en vérité, elle condamne tous les autres à une comparaison éternelle. Et cette comparaison devient un bruit intérieur, un malaise constant, une vision biaisée de soi-même. Un corps qui ne se sent jamais à la hauteur, même lorsqu'il est puissant, sensible, créatif, entier. Et voici un point crucial. Le corps normatif ne se résume pas à un corps mince, blanc ou jeune. Il évolue au fil du temps, au gré de la mode et de la culture. Mais la logique d'exclusion demeure inchangée. Il existe toujours une norme dominante, et cette norme n'est pas seulement esthétique, elle véhicule des symboles de statut, de prestige et d'appartenance à une classe sociale. Elle est davantage acceptée car elle représente le pouvoir. Et plus une personne s'éloigne de cet idéal, plus elle doit déployer d'efforts pour être considérée comme légitime. Spinoza ne dirait pas que la beauté est une illusion. Au contraire, la beauté est réelle. Mais elle l'est au sein d'un champ de force, d'un jeu d'affection, d'une culture qui décide de ce qui est beau et, par la même occasion, qui mérite d'être écouté, valorisé, désiré. Le corps idéal est celui qui s'intègre à ce jeu. Le corps normatif est celui que le système a choisi comme référence, et ce choix détermine la vie de millions de personnes. Mais il existe une issue. Et tout commence par la prise de conscience. Lorsque vous comprenez que ce qui vous affecte est une construction, lorsque vous réalisez que vos goûts ne sont pas nés du néant, mais ont été façonnés par des images répétées, vous entamez votre libération. Vous commencez à regarder les autres et vous-même avec plus d'ouverture.
Vous commencez à percevoir la beauté sous d'autres formes, d'autres couleurs, d'autres gestes. Vous commencez à développer votre propre potentiel. Et plus encore, vous commencez à casser le jeu. Car plus on rejette le modèle unique, plus on crée d'espace pour une véritable diversité. Non pas celle qui sert de vitrine, mais celle qui transforme les relations. Celle qui ouvre la voie à l'accès au pouvoir pour tous. Celle qui permet aux voix, longtemps réduites au silence, d'être enfin entendues. Celle qui anéantit l'idée qu'un seul type de beauté soit suffisant. Spinoza dirait que tout ce qui accroît notre capacité d'exister est bon. Ainsi, se regarder soi-même sans le filtre des normes est un acte de liberté, un pas vers une vie plus épanouie. Et regarder autrui sans le juger selon des stéréotypes est un acte de courage, car cela remet en question le système. Et cette remise en question transforme le monde, une affection à la fois. Au final, la question n'est pas « qui est beau, belle ?» La question est « qui a décidé que votre corps ne l'était pas ?» Il existe un instant presque imperceptible entre le moment où l'on voit quelqu'un et celui où l'on croit le connaître. Un instant si fugace qu'il paraît naturel, inévitable, voire rationnel. Mais il n'en est rien. C'est un saut fondé sur des images, des attentes, des peurs, des désirs. Spinoza appellerait ce saut l'imagination, une sorte de raccourci mental qui comble l'inconnu par ce que l'on veut croire. Et c'est dans ce raccourci que la beauté se mue en une force capable de fausser les jugements, de créer des histoires entières, et parfois de décider du destin d'une personne en quelques secondes. Spinoza disait que nous ne jugeons pas sur la base de la vérité, mais sur celle des émotions qui nous affectent. Autrement dit, un beau visage n'est pas seulement agréable à regarder, il suscite des sentiments. Et ces sentiments nous amènent à attribuer à la personne des qualités qu'elle ne possède peut-être même pas. La gentillesse, l'intelligence, l'honnêteté, la sensibilité, la compétence. Soudain, une personne que vous n'avez jamais vue semble digne de confiance, talentueuse, spéciale. Mais rien de tout cela ne vient d'elle. Cela vient de vous, ou plutôt, cela vient de la façon dont vos émotions ont réagi à ce que vous avez vu. Et l'inverse se produit également. Un visage qui s'écarte de la norme suscite des émotions différentes, méfiance, distance, malaise. Non pas parce que la personne le mérite, mais parce que notre esprit, façonné par des années d'images et de références, interprète rapidement ce qui ne correspond pas à l'idéal esthétique dominant. Spinoza n'appellerait pas cela de la malice. Il l'appellerait de l'ignorance à l'état pur, agir sans comprendre les causes qui façonnent nos sentiments. Mais le problème ne s'arrête pas là. La beauté ne se contente pas d'influencer notre jugement. Elle crée une sorte d'essence imaginaire. C'est comme si, face à une personne que nous trouvons belle, notre esprit concluait « si elle est belle, elle doit être bonne ». Dit comme ça, cela paraît absurde. Mais pensez au nombre de fois où vous avez été plus patient avec une personne attirante, au nombre de fois où vous avez écouté plus attentivement, au nombre de fois où vous avez hésité à vous méfier, au nombre de fois où vous avez pardonné plus facilement. C'est là le nœud du problème. La beauté modifie notre façon d'évaluer les actions, les intentions et même la moralité. Spinoza nous enseigne que l'essence d'une personne n'est pas figée. Elle ne se lit ni sur son visage, ni dans sa posture, ni dans sa manière de se présenter. L'essence est mouvement, elle est construction, elle est rencontre. Or, lorsque nous regardons quelqu'un et que, dès la première seconde, nous décidons de ce qu'il est, nous ne percevons plus le mouvement. Nous enfermons la personne dans un cadre. Nous imaginons une histoire là où il n'y en a pas. Et ce cadre peut être bienveillant ou cruel, selon les apparences. Le plus effrayant, c'est que cette distorsion ne se limite pas à la sphère privée. Elle envahit des espaces où l'impartialité devrait prévaloir. Tribunaux, entretiens d'embauche, réunions de travail, sélections universitaires, décisions cruciales. Un visage considéré comme beau bénéficie de crédibilité avant même d'avoir parlé.
Un visage considéré comme laid doit redoubler d'efforts pour obtenir la même crédibilité. Ce n'est ni le mérite, ni le caractère. C'est l'apparence. Et l'apparence suscite des émotions. Et les émotions déterminent les jugements. Imaginez un enseignant évaluant un élève. Il devrait observer ses performances, son implication et la clarté de son raisonnement. Mais, sans s'en rendre compte, il pourrait interpréter l'éclat dans ses yeux comme de l'intelligence, son sourire comme de la discipline, et sa façon de parler comme de la maturité. Imaginez maintenant le cas inverse. Un élève plus timide, plus réservé, avec des traits de caractère que la société ne valorise pas. Il peut faire preuve de capacité, il peut tout faire correctement, mais il ne suscite pas d'émotions positives, et par conséquent, il reçoit moins d'ouverture, moins d'éloges, moins d'enthousiasme. Non pas parce qu'il vaut moins, mais parce que la beauté ou son absence influence insidieusement l'évaluation. C'est ce que Spinoza appellerait la servitude. Non pas une servitude imposée de l'extérieur, mais une servitude intérieure. Nous sommes entraînés par nos affections et croyons agir avec justice. Nous ne réalisons pas à quel point le corps de l'autre influence l'image que nous nous en faisons. Et cette image devient vérité dans notre esprit, une vérité sans fondement, mais aux conséquences bien réelles. Réfléchissez à l'influence de ce phénomène sur les relations amoureuses. Chez une personne considérée comme belle, les défauts sont masqués par le charme qu'elle dégage. Les erreurs paraissent moins graves. Les absences sont interprétées comme un signe d'indépendance. L'indifférence se transforme en charme. À l'inverse, une personne qui ne suscite pas un tel engouement initial doit être irréprochable pour être acceptée. Elle doit sans cesse faire preuve de qualité pour compenser ce que le regard social ne perçoit pas d'emblée. C'est là que la philosophie de Spinoza devient un miroir dérangeant. Elle nous rappelle que lorsque nous jugeons quelqu'un sur son apparence, nous prenons une partie, seulement une partie, comme s'il s'agissait du tout. Nous confondons affect et connaissance. Nous croyons que ce que nous ressentons est la réalité, mais personne n'est ce que vous croyez qu'il est. La beauté crée cette illusion d'essence, car l'esprit humain recherche la facilité. Il est plus aisé de résoudre un puzzle que d'admettre son ignorance de l'autre. Et lorsque ce puzzle se superpose à un beau visage, tout s'emboîte parfaitement. Il est agréable de croire que la beauté est aussi synonyme de bien. Mais il ne s'agit pas de pensée, mais d'habitude, de répétition, d'un réflexe conditionné. Et quand le visage n'est pas attrayant, on invente une autre histoire. Cette personne doit être étrange, forcément fragile, forcément peu fiable. Mais ce récit aussi est sans fondement. Il n'est que le reflet inversé de la même distorsion. Spinoza dirait qu'agir ainsi, c'est vivre dans les images, c'est être prisonnier de son imagination. Et celui qui vit prisonnier de son imagination n'est pas libre, car il réagit à ses ressentis comme à des vérités absolues, sans en rechercher les causes. La beauté devient alors un puissant instrument d'erreur. Non pas par la faute de ceux qui sont beaux, ni par celle de ceux qui ne le sont pas, mais parce que notre esprit fonctionne ainsi. Il crée des essences là où il n'y a que l'apparence. Il transforme l'impression en jugement. Il transforme l'impact visuel en vérité morale. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Lorsque nous croyons que la beauté est une qualité, nous renforçons cette norme. Nous alimentons le cercle vicieux. Nous faisons de la beauté un critère de valeur. Et cette valeur définie qui mérite les opportunités, l'affection, la confiance. La beauté acquiert du pouvoir parce que nous le lui donnons. Chaque jour, dans chaque choix impulsif, dans chaque interprétation que nous faisons sans réfléchir. Spinoza dirait qu'il n'y a qu'une seule façon de dépasser ce blocage, la compréhension. Comprendre le fonctionnement de ce mécanisme. Comprendre que nos jugements ne surgissent pas du néant. Ils sont produits. Ils suivent le flux des affects. Et les affects découlent de l'impact que les corps ont sur nous lors de la première rencontre. Quand on comprend ce mécanisme, un phénomène extraordinaire se produit. Les visages cessent de raconter des histoires qui n'ont jamais existé.
Les gens redeviennent des personnes et non des projections. Et c'est alors que le monde change, car la beauté cesse d'être une condamnation. Elle cesse d'être un privilège automatique. Elle cesse d'être un critère de valeur. Et pour la première fois, nous constatons que rien sur le visage d'une personne ne définit qui elle est. Ce qui la définit, ce sont ses actes, sa manière d'agir, la force qu'elle dégage dans ses interactions avec le monde. Mais tant que nous n'aurons pas compris cela, nous resterons prisonniers de l'illusion. Une illusion subtile, séduisante, convaincante, qui décide des destins d'un simple regard. Et cette légèreté est porteuse d'un poids énorme. Il arrive que la vie semble écrite d'avance, avant même que nous ayons commencé à agir. Comme si certains naissaient sur une route toute tracée, tandis que d'autres débutaient sur un terrain accidenté. Et à y regarder de plus près, une chose troublante se révèle. Une partie de cette route invisible est construite par les attentes d'autrui. Des attentes qui surgissent avant même toute action, avant toute parole, avant même toute véritable occasion de révéler sa véritable nature. C'est alors que la beauté devient une machine silencieuse au service du destin. Non pas parce qu'elle définit qui est la personne, mais parce qu'elle détermine ce que les autres croient qu'elle deviendra. Et lorsqu'ils y croient, ils commencent à la traiter comme si cette prédiction était déjà une réalité. Spinoza appellerait cela une chaîne d'affects, une suite d'actions et de réactions qui crée la réalité à partir de ce que nous imaginons. Imaginez une scène simple. Quelqu'un vous regarde et vous sourit d'un air approbateur. Ce sourire vous touche comme une affection joyeuse. Il renforce votre présence. Il accroît votre confiance. Il modifie votre comportement. Imaginez maintenant une autre scène. Un regard fuyant et soupçonneux qui évalue chaque détail de votre personne avec une hâte qui ne laisse aucune place à l'empathie. Ce regard vous pèse comme un fardeau. Il mine votre humeur. Il vous rend prudent. Il modifie votre façon de parler, votre attitude, votre présentation. Et tout cela commence avant même tout échange, avant même toute conversation. C'est une anticipation de l'autre personne qui constitue le cadre de tout ce qui suit. C'est précisément là que naît la prophétie autoréalisatrice. Les personnes considérées comme belles suscitent généralement des attentes positives. Non pas parce qu'elles ont fait preuve de quelque chose de concret, mais parce que leur apparence déclenche des émotions que nous interprétons comme des signes de valeur. Quand quelqu'un nous paraît beau, nous imaginons qu'il sera aussi compétent, aimable et intéressant. Et c'est cette imagination et non la réalité qui guide notre première réaction. Cette bienveillance favorise des comportements plus confiants, plus spontanés et plus ouverts. Et ces comportements, à leur tour, confirment la prédiction initiale. C'est comme si le monde disait « je pense que tu es comme ça ». Et la personne, sans s'en rendre compte, commence à agir d'une manière cohérente avec cette affirmation. Considérons maintenant la situation inverse. Une personne qui ne suscite pas ses émotions immédiates fait face à des attentes moindres. Elle est perçue comme moins compétente, moins sociable, moins prometteuse, même sans avoir rien accompli. Et lorsque son entourage lui témoigne moins d'attention, moins d'enthousiasme, moins d'acceptation, elle se replie sur elle-même. Elle devient plus fragile. Elle hésite. Elle parle moins. Et ce repli, provoqué par le regard des autres, renforce l'idée initiale qu'elle avait moins à offrir. Ainsi, ce qui n'était au départ qu'un jugement imaginaire devient une réalité concrète. Spinoza l'expliquerait avec une clarté saisissante. Nous sommes constamment influencés, et notre capacité d'agir croît ou décroît selon les expériences que nous vivons. Si une personne vit des expériences qui la fortifient, elle s'épanouit. Si elle vit des expériences qui l'affaiblissent, elle se replie sur elle-même. Il n'y a pas de miracle, il y a une cause. Et la beauté, dans ce jeu, agit comme une cause anticipée. Elle détermine la qualité des premières expériences, qui à leur tour façonnent la posture intérieure de la personne, qui façonne ses choix, qui façonne sa trajectoire. C'est comme si la beauté était une graine semée dans le regard d'autrui.
Et cette graine germe dans les actions de la personne, même inconsciemment, car l'attente façonne l'environnement, et l'environnement façonne le comportement. Repensez à la première fois où quelqu'un a complimenté l'une de vos compétences. C'était peut-être un compliment simple, rapide, presque anodin, mais ce compliment est resté gravé dans votre mémoire. Il vous a donné le courage de réessayer. Et après plusieurs tentatives, vous vous êtes amélioré. Après avoir progressé, vous avez reçu davantage de compliments. Et de compliment en compliment, cette compétence est devenue une partie intégrante de votre personnalité. Imaginez maintenant que personne n'ait rien dit. Ou pire, imaginez qu'on vous ait dit le contraire. Peut-être n'auriez-vous jamais retenté votre chance. Peut-être auriez-vous abandonné trop tôt. Peut-être même ignoriez-vous avoir du talent. La différence entre croire en ses capacités et croire en son incapacité provient souvent de l'extérieur. Elle découle de l'influence que nous avons sur autrui. Elle découle de la façon dont les autres projettent leurs attentes sur nous. Et la beauté est l'une des plus grandes sources de projection qui soit. Lorsqu'une personne est perçue comme attirante, on a généralement tendance à la traiter avec plus de patience, à présumer de ses bonnes intentions, à tolérer ses erreurs sans trop la blâmer et à interpréter son silence comme du charme plutôt que du désintérêt. Cet ensemble d'interprétations crée un climat de confiance propice à l'expression. Et là où règne la confiance, l'expression s'épanouit. Là où l'expression s'épanouit, le lien se tisse. Là où le lien se tisse, les opportunités se présentent. Et là où les opportunités se présentent, l'avenir se transforme. Non pas parce que la personne était spéciale, mais parce qu'elle était traitée comme si elle l'était. De même, une personne qui n'inspire pas l'approbation d'emblée doit lutter quotidiennement contre des attentes négatives. On la corrige plus vite. On remarque ses erreurs. On se souvient de ses échecs. On l'interrompt avant même qu'elle ait fini sa phrase. Cet environnement non seulement épuise, mais il façonne. Il bride les gestes, il étouffe la spontanéité, il maintient la personne dans un état d'alerte constant. Et ceux qui vivent dans cet état d'alerte ne vivent qu'une vie à moitié vécue. Ils passent leur temps à essayer d'éviter les erreurs au lieu de s'efforcer de réussir. La prophétie autoréalisatrice est cruelle précisément pour cette raison. Elle naît de l'imagination, mais se réalise dans la réalité. Et lorsque nous associons cette dynamique au pouvoir de la beauté, nous percevons quelque chose d'encore plus profond. La beauté n'agit pas seulement sur ce que les autres voient, elle agit sur ce qu'ils attendent. Et lorsque les autres attendent quelque chose, il crée les conditions propices à sa réalisation. Mais il ne s'agit pas d'une prison absolue. Spinoza nous rappelle que le savoir est liberté. Lorsque nous comprenons que notre perception de nous-mêmes est largement influencée par les attentes d'autrui, nous commençons à reprendre le contrôle. Nous distinguons ce qui nous appartient de ce qui nous a été imposé. Nous prenons conscience qu'un potentiel que nous pensions inexploité n'a jamais été véritablement mis à l'épreuve. Il a simplement été étouffé par le jugement d'autrui. Et nous commençons aussi à comprendre que les personnes que nous admirons, celles qui paraissent si confiantes, si sûres d'elles, si brillantes, ont peut-être simplement vécu davantage d'expériences enrichissantes. Elles ne sont pas intrinsèquement plus compétentes. Elles le deviennent par la construction de leurs compétences. La beauté cesse alors d'être une affirmation et devient un phénomène. Un mécanisme qui agit en surface, mais qui transforme la profondeur de l'existence. Comprendre cela est le premier pas pour rompre le cycle, le premier pas pour cesser de vivre en fonction des attentes d'autrui et commencer à agir en accord avec notre véritable nature, car les prophéties peuvent se réaliser, mais elles peuvent aussi être brisées, et rien ne révèle mieux notre pouvoir que le moment où nous comprenons que nous n'avons pas à nous conformer à ce qui a été projeté sur nous. Il nous suffit d'exister en tant que cause et non comme reflet. Derrière tous ces éloges incessants se cache un piège, une sorte de prison construite d'applaudissements, de regards admiratifs et d'attentes qui brillent de mille feux à l'extérieur, mais qui, jour après jour, étouffent l'âme.
Car, contrairement aux apparences, être perçu comme beau n'est pas qu'un privilège. Bien souvent, c'est aussi un fardeau, un poids dont on ne peut se défaire, une image à entretenir, même les jours de faiblesse. Et pour saisir toute la profondeur de cet impact, il faut se pencher sur ce que Spinoza appelle l'esclavage des affections. Dans sa philosophie, la véritable liberté ne consiste pas à faire tout ce que l'on veut. La véritable liberté, c'est agir de soi-même, sans être soumis à des forces extérieures. C'est vivre en tant que cause et non en tant que conséquence. Et la beauté, surtout lorsqu'elle est perçue tôt, peut sembler un avantage. Mais souvent elle nous transforme en l'exact opposé de ce que propose Spinoza. Un reflet des désirs d'autrui, un produit de l'attente, un prisonnier du regard. Ceux qui sont fréquemment complimentés sur leur apparence apprennent, en grandissant, à se définir par l'image qu'ils renvoient aux autres. Un dilemme silencieux se pose alors. La beauté cesse d'être une simple caractéristique et devient une fonction. La personne se sent responsable de plaire, de maintenir cette image, de ne jamais décevoir les attentes d'autrui. Elle apprend que sa présence doit marquer les esprits, que son visage doit être impeccable, que ses vêtements doivent conforter l'image que les autres se font d'elle. Et même sans jamais l'exprimer, elle a le sentiment que le moindre faux pas visuel sera perçu comme un échec personnel. C'est là que les compliments se muent en exigence. Le miroir, lieu neutre par excellence, devient une arène. Non par vanité, mais sous le signe de la surveillance. Et cette surveillance vient de toutes parts, famille, amis, réseaux sociaux, milieu professionnel. Le beau corps cesse d'être un corps. Il devient une vitrine. Et une vitrine se doit d'être toujours impeccable, toujours soignée, toujours souriante, toujours offerte au regard. Mais vivre sous le regard constant des autres a un prix. Car lorsque ce regard devient le centre de notre identité, il commence à déterminer ce que nous avons le droit de ressentir. Ceux qui sont considérés comme beaux ne peuvent être ni trop tristes, ni trop vulnérables, ni trop perdus. Le monde attend de l'éclat. Il attend de la présence, il attend de l'assurance, et cette attente crée une sorte d'isolement silencieux. Une solitude qui n'a rien à voir avec un manque de personne, mais avec un manque de liberté d'être pleinement soi-même. Spinoza disait que nous sommes esclaves lorsque nos actions découlent d'affects passifs, lorsque nous réagissons au lieu d'agir. Or, la beauté peut provoquer, dans bien des cas, précisément cet état. La personne se met à agir non par désir, mais par crainte de décevoir, par crainte de perdre la valeur que les autres lui accordent, par crainte de cesser d'être aimée si elle cesse de se conformer à l'idéal que les autres ont projeté sur elle. Le plus curieux, c'est que cet idéal n'est qu'une illusion. Il ne reflète pas la personne telle qu'elle est, mais l'image que les autres se font d'elle. C'est comme si, au fil du temps, l'individu prenait ses distances avec lui-même pour se rapprocher d'une image admirée, désirée, convoitée, mais une image figée, immuable, qui ne tolère pas l'échec. Maintenir cette image demande un effort constant, un effort épuisant, car le corps n'est pas statique. Le visage n'est pas toujours symétrique. L'énergie n'est pas toujours vibrante, et lorsqu'une personne vieillit, traverse une période difficile ou change simplement, elle a l'impression de perdre quelque chose d'essentiel, même si ce quelque chose n'a jamais fait partie d'elle-même. Ce n'était qu'une projection. Et la peur de perdre cet éclat est bien réelle, car le monde considère souvent la beauté comme un produit périmé. Tant qu'elle correspond aux critères, elle bénéficie d'attention, de soins et d'avantages. Mais il suffit de sortir un peu de ce moule pour réaliser à quel point sa valeur est fragile, à quel point elle dépend davantage du regard des autres que de la présence même de la personne. Spinoza souligne que, tant que nous ne comprenons pas les causes qui nous affectent, nous sommes soumis à des forces qui nous dépassent. Et ceux qui sont prisonniers du besoin d'être beaux pour être acceptés se trouvent précisément dans cette situation. Peu importe l'admiration qu'ils suscitent, si cette admiration est la seule source de leur estime de soi, elle devient un poison.
Car aucun compliment, aussi sincère soit-il, ne peut nourrir durablement une personne s'il n'est pas en phase avec sa véritable nature. Et c'est là que réside le plus douloureux. Lorsque la beauté devient une prison, une personne cesse de développer d'autres formes de potentiel. Elle n'ose plus montrer sa vulnérabilité. Elle ne s'autorise pas à faire des erreurs. Elle n'explore plus les facettes de sa personnalité qui ne sont pas liées à l'apparence. Et de ce fait, elle commence à se percevoir comme fragile en dehors du champ de l'esthétique. Comme si être belle suffisait. Comme si l'amour, le respect et la reconnaissance dépendaient exclusivement de l'image que l'on projette. Ce n'est pas de la vanité, c'est survivre dans un système qui valorise l'impact visuel plus que la profondeur réelle. Et quand on commence à s'en rendre compte, il est souvent trop tard, car on a bâti toute son estime de soi sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas totalement. La jeunesse s'estompe, les traits changent, les filtres deviennent lassants. Et que reste-t-il? Spinoza dirait que la véritable joie naît de l'engagement actif, du fait d'être acteur de sa propre existence, de vivre en accord avec son essence profonde et non selon l'image que renvoie le regard d'autrui. Et peut-être que, derrière chaque visage qui a toujours suscité l'admiration, se cache quelqu'un qui cherche à redécouvrir précisément cela. Le droit d'être entier sans avoir besoin d'être beau. Le droit de se tromper, de changer, d'être ordinaire. D'être accepté non pour son apparence, mais pour sa présence authentique. À bien y réfléchir, on comprend que la beauté, malgré tous ses bienfaits, a un prix élevé, et que ceux qui brillent ne sont pas toujours libres. Parfois, ils sont simplement prisonniers d'un cadre doré, un cadre admiré, envié, photographié, mais qui empêche tout mouvement non conforme aux attentes. Et c'est peut-être là le grand défi pour celles et ceux que l'on considère comme beaux, échapper au rôle d'ornement et redevenir des personnes. Se libérer de l'obligation de plaire et retrouver la liberté d'exister, tout simplement. Car tant que le regard d'autrui sera au centre de nos vies, la beauté sera une prison déguisée en privilège. Et nul n'est né pour vivre prisonnier d'un miroir. Il existe une beauté qui ne dépend d'aucun trait du visage, ni d'une coiffure impeccable, ni de vêtements parfaits, ni d'un éclairage idéal. Elle ne se manifeste pas instantanément et peut passer inaperçue au premier abord. Mais lorsqu'elle apparaît, elle est impossible à ignorer. C'est une présence qui transforme l'atmosphère, une assurance qui ne s'impose pas mais qui inspire le respect. Une force qui ne recherche pas l'approbation, car elle émane de l'intérieur et non du reflet dans le regard d'autrui. Spinoza appellerait cela l'action. Et pour lui, tout change lorsqu'on cesse de subir le monde et qu'on devient acteur de sa propre vie. Être maître de soi ne signifie pas tout contrôler. Cela ne signifie pas être autosuffisant en tout point, ni vivre détaché de ses émotions. Cela signifie comprendre pourquoi nous ressentons ce que nous ressentons. Cela signifie agir en fonction de notre compréhension, et non seulement en fonction de ce qui nous affecte. Et dans le contexte de la beauté, ce changement de perspective est encore plus puissant, car vivre dans un état de réaction, chercher à plaire, à s'intégrer, à s'adapter aux normes établies, c'est vivre dans un état de réaction. Et la réaction nous affaiblit, car elle place notre valeur entre les mains d'autrui. La beauté active commence lorsqu'on comprend que son corps n'a pas à jouer un rôle, lorsqu'on réalise qu'on peut exister avec dignité, même loin des projecteurs. Lorsqu'on commence à cultiver un rayonnement qui ne dépend pas de l'angle parfait, mais de la cohérence entre ce que l'on ressent et ce que l'on fait. Ce genre de beauté ne s'acquiert pas. Il se construit. Il naît du refus constant de s'abandonner pour être accepté, du refus de se rabaisser pour s'intégrer, du refus de s'effacer pour ne pas déranger les autres. Spinoza pensait que les êtres humains atteignent la véritable liberté lorsqu'ils agissent conformément à leur nature, et non selon les attentes d'autrui. Autrement dit, la liberté ne réside pas dans le fait de faire tout ce que l'on veut, mais dans le désir de ce qui a du sens. Et en matière d'apparence, cette lucidité change tout.
car on commence à prendre soin de son corps, non pour être admiré, mais pour exprimer qui l'on est. On s'habille, on se tient et on bouge de manière à communiquer l'authenticité et non un simple désir d'approbation. Cette beauté prend du temps. Elle exige du silence, de l'expérimentation et le courage d'assumer des choix qui ne plairont pas à tous. Mais elle engendre quelque chose que la beauté réactive ne pourra jamais offrir, la solidité. Une personne qui se construit de l'intérieur possède une confiance qui ne dépend pas du contexte. Qu'elle soit sur scène ou dans une pièce vide, avec ou sans filtre, entourée de monde ou complètement seule, son rayonnement demeure. Car il ne vient pas de l'extérieur. Il provient de la cohérence entre ses pensées, ses sentiments, ses paroles et ses actes. Et ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Cela se manifeste dans votre façon de vous asseoir, dans votre regard, dans votre écoute, dans votre démarche. Un corps en paix avec lui-même émet une énergie particulière. Il n'a rien à prouver, il ne mendie pas l'attention, et c'est précisément pour cette raison qu'il attire. Il attire parce qu'il ne mendie pas, il attire parce qu'il est entier. Et être entier, dans le monde d'aujourd'hui, est presque un acte de résistance. Mais il est important de comprendre que ce processus est long. Il exige de se défaire d'idées profondément ancrées en vous depuis toujours. L'idée que votre corps est anormal, que votre voix est étrange, que votre personnalité est excessive ou insuffisante, que votre valeur est directement liée à votre conformité à l'idéal qui vous a toujours été présenté comme la norme. La beauté active naît dès l'instant où vous commencez à remettre en question cet idéal. Et où vous vous demandez qui a décrété que ceci est beau, qui a décrété que seul ce type de visage est digne d'affection. À qui profite mon insécurité? À qui profite le fait que je passe ma vie à essayer d'être quelqu'un d'autre? Spinoza croyait que la connaissance est la voie de la liberté. Et lorsqu'on commence à comprendre les causes de ces émotions, lorsqu'on comprend d'où viennent le sentiment d'inadéquation, la comparaison, l'angoisse, quelque chose se produit. On cesse de réagir. Et on commence à agir. On commence à choisir plus consciemment, à parler avec plus de présence, à vivre avec plus de force. C'est à ce moment précis que la beauté devient une conséquence et non un but. Vous commencez à cultiver des habitudes bénéfiques parce qu'elles vous semblent logiques et non parce qu'elles vous promettent un corps idéal. Vous commencez à bouger avec plus de légèreté et d'assurance car vous êtes en harmonie avec vos sensations. Vous commencez à vous exprimer avec authenticité même si cela ne plaît pas à tout le monde. Et paradoxalement, c'est alors que vous commencez à attirer ce qui compte vraiment. La beauté active ne se résume pas à votre taille de pantalon, ni à votre teint, ni même au type de contenu que vous publiez. C'est la lucidité de quelqu'un qui sait que sa valeur ne dépend pas de l'effet qu'il produit sur les autres. C'est la sérénité de quelqu'un qui ne cherche pas à se faire remarquer, car il sait que ce n'est pas nécessaire. C'est la capacité de quelqu'un à se créer son propre espace sans mendier. Cela ne signifie pas qu'il faille négliger l'esthétique, ni que prendre soin de son corps soit vain, bien au contraire. Lorsqu'elle émane de l'intérieur, cette attention se transforme en une expression de force, une affirmation de présence, une façon de dire « je respecte mon corps, j'honore mon existence, je choisis ce qui me fortifie ». La beauté active ne dépend pas non plus d'une approbation constante. Elle sait qu'elle suscitera un certain malaise, qu'elle sera rejetée dans certains milieux, qu'elle attirera des regards désapprobateurs. Mais elle ne plie pas, car elle puise sa force dans quelque chose de plus profond que les j'aime. Elle puise sa force dans l'intégrité, et cette intégrité est visible. Elle ne se manifeste pas sous une forme unique, elle transparaît dans les détails. Dans la posture de celui qui n'a pas besoin de se justifier, dans le regard de celui qui écoute attentivement, dans le rire de celui qui sait rire de lui-même, dans le calme de celui qui n'a plus besoin de gagner à tout prix. Elle se lit sur la peau, dans la parole, dans la façon d'occuper l'espace. Elle se manifeste parce qu'elle n'est pas forcée. Elle est, tout simplement.
Spinoza nous enseigne que la véritable joie est un accroissement de la force. Et la beauté active engendre précisément cela. Elle n'épuise pas, elle n'exige rien, elle n'affaiblit pas, elle nourrit, car elle naît de la liberté d'exister en accord avec la vérité. Et lorsqu'on s'engage sur la voie de cette vérité, tout change. Le rapport au miroir se transforme. La place que l'on occupe dans le monde change, le choix des relations évolue, et surtout, la façon dont on est affecté par l'opinion d'autrui change. Car désormais, le centre n'est plus à l'extérieur, il est à l'intérieur. Être la cause de soi-même, c'est fondamentalement ceci, vivre à partir de ce que l'on a construit en soi, et non de ce qui nous a été imposé de l'extérieur. Et lorsque cette construction est menée avec présence, courage et lucidité, il en résulte une beauté intemporelle, car elle ne dépend pas du temps, mais de la conscience. Elle est le reflet de notre pouvoir d'exister, et cela, nul ne peut nous l'enlever. Si cette vidéo vous a fait réfléchir différemment, si un passage a résonné en vous ou vous a apporté un nouvel éclairage, n'hésitez pas à la liker. Cela permet à ce contenu de toucher un public plus large. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir chaque semaine des réflexions approfondies, concises et pertinentes. Et bien sûr, j'aimerais avoir votre avis. Quelle partie de la vidéo vous a le plus marqué? À quel moment vous êtes-vous reconnu dans ce qui a été dit? N'hésitez pas à laisser un commentaire. Je lis tout et vos réponses contribuent à faire vivre cet espace. Ah oui! Et si vous venez de nous rejoindre, il y a toute une série de vidéos sur cette chaîne qui explorent des thèmes comme l'estime de soi, la liberté, les comparaisons, l'identité et bien plus encore. Le tout basé sur de grandes idées philosophiques, mais ancrées dans la réalité. Regardez les prochains épisodes, il y a encore bien d'autres choses qui vous attendent.